Coucou les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ma nouvelle vidéo, je vous montre comme à l'accoutumée Mishka dans toute sa splendeur qui est sur son arbre à chat. Donc voilà pourquoi elle n'est pas dans mes bras. Elle fait exprès de tourner la tête, n'est-ce pas Mimi? Donc voilà, elle est, comme vous pouvez le constater, d'excellente humeur. Et elle aimerait bien que je lui fiche la paix, parce qu'elle n'a pas envie de bouger ses petites fesses. Hein? Ah, si, peut-être. Donc voilà. La voilà. Comme vous pouvez le constater. Non. Tu veux pas descendre de ton arbre à chat, mais je vais pas venir te déloger. Hein. Donc voilà, elle est tranquille, tranquille sur son arbre à chat, en hauteur. Comme ça, on vient pas la gêner. Et tout va bien. Voilà, donc un petit coucou vite fait de Mishka. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ma nouvelle vidéo. Coucou, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de nouveau de l'affaire Lina, donc de la disparition de Lina, parce qu'il y a un nouvel élément qui est sorti hier. Donc à tous les jours, hein, il y a des nouvelles informations qui sortent maintenant. Et on a appris hier donc que le parquet de Saverne, qui avait initialement enregistré la plainte de Lina pour l'OAV en Réunion, et qui avait classé cette plainte sans suite, avait été dessaisi au profit du parquet de Strasbourg. Donc, tel que ça avait été dit, hein, lors de la conférence de presse organisée par l'avocat de Fanny, le parquet de Strasbourg va réexaminer cette plainte. Et là, c'est intéressant parce qu'on apprend que donc une information judiciaire est ouverte. Bon, ça, jusque-là, pas de grosse surprise. Donc pour l'OAV commis sur mineur de 15 ans, donc en l'occurrence Lina qui avait 13 ans et 9 mois, par majeur, et là ça devient intéressant, avec différence d'âge d'au moins 5 ans. Donc ça veut dire qu'au moment des faits, les deux individus avaient plus de 5 ans d'écart d'âge avec Lina. Et donc, ça veut dire clairement que Lina donc avait 13 ans et 9 mois, et eux, ils en avaient au moins 18 et 9 mois. Et donc, là où ça devient intéressant, j'y viens, c'est que cette fameuse clause Roméo et Juliette dont on nous rabat les oreilles depuis plusieurs jours, ne pouvait pas s'appliquer au cas de Lina. Parce que la clause Roméo et Juliette, c'est uniquement pour des relations entre mineurs et majeurs avec un écart d'âge inférieur à 5 ans. Donc là, ce n'est pas le cas. Les deux majeurs avaient au moins 5 ans d'écart d'âge. Alors, en quoi c'est intéressant? Bah, déjà, enfin pour moi, je trouve que c'est un peu une circonstance aggravante parce que les deux types avaient quand même plus de 5 ans d'écart d'âge avec Lina, donc plus de maturité, plus d'expérience, etc. Et que dans ce cas-là, on comprend d'autant moins pourquoi cette plainte a été classée sans suite. Puisqu'on rappelle, hein, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, mais les relations en S entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, par défaut, on considère qu'il n'y a pas de consentement. Puisque voilà, comme j'ai déjà dit, le mineur de moins de 15 ans n'est pas censé avoir la maturité nécessaire pour consentir à une relation. Donc on comprend d'autant moins pourquoi la plainte est classée sans suite, surtout qu'en fait la seule exception à ce principe serait que les deux majeurs, qui ont plus de 5 ans que Lina, n'étaient pas au courant de son âge. C'est-à-dire, ils pensaient de bonne foi. J'aime bien le terme de bonne foi parce que franchement, ça s'applique pas tellement à ce cas-là, mais bon.
Ils pensaient que, voilà, Lina avait plus de 15 ans, elle faisait plus âgée que son âge et ils se sont trompés. Voilà, ça vaut dans les cas, par exemple, en soirée, voilà, t'as des jeunes en soirée, t'as un majeur, il va rencontrer une fille qu'il ne connaît pas, hein, ça va être une rencontre fortuite, et il va penser au vu de son apparence, de son attitude, qu'elle a plus de 15 ans, et là il va, entre guillemets, plaider sa bonne foi en disant ah, oui, mais moi je pensais réellement qu'elle avait mon âge, ou voilà, qu'elle avait en tout cas plus de 15 ans. Ça s'applique pour des personnes qui ne se connaissaient pas. Tandis que là, on nous précise quand même que les faits se seraient déroulés donc un mercredi après-midi, donc au cours d'une activité périscolaire, avec entre amis. Alors, est-ce que ce sont des fréquentations, des gens qu'elle connaissait? En tout cas, c'était des personnes qui se connaissaient déjà, et donc, ça veut dire que les deux types savaient pertinemment que Lina avait moins de 15 ans. Puisqu'il la connaissait vraisemblablement, donc il savait que, voilà, à ce moment-là, elle avait même pas 14 ans, quoi. Elle avait 13 ans et 9 mois. Donc après, dire, ah bah oui, mais on connaissait pas son âge, là, ça marche pas. Et donc, si cette exception ne peut pas être invoquée pour justifier la relation, bah dans ce cas-là, il y a, par principe, c'est considéré comme un loave. Voilà. Donc on comprend d'autant moins pourquoi la plainte a été classée sans suite. Et ce qu'il faut savoir, parce que j'en vois venir certains qui vont dire « Ah bah oui, mais peut-être que Lina avait consenti à cette relation, blablabla, peut-être que les enquêteurs ont trouvé des messages ambigus équivoques sur le portable qui laissaient à penser que non seulement Lina avait consenti à cette relation, mais qu'en plus elle était contente, etc. » Bon, alors déjà, on n'en sait rien. Je ne sais pas ce que les enquêteurs ont trouvé dans les portables. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est marqué noir sur blanc. J'ai regardé sur Internet. Mais les relations S entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur sont, par principe, interdites. C'est marqué noir sur blanc. C'est l'article 227-25 du Code pénal qui prévoit que le fait pour un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc ça veut dire que même, c'est là que ça devient un peu ambigu, c'est-à-dire que même si elle avait consenti à cette relation, les deux majeurs auraient dû par principe refuser la relation parce que c'est interdit par la loi. Par conséquent, un majeur qui entretient une relation S, même consentie avec un mineur de moins de 15 ans, commet une infraction pénale. Voilà. Donc, on comprend bien que ce n'est pas, c'est illégal, quoi. Ce n'est pas reconnu par la loi, voilà. Donc, c'est d'autant moins compréhensible que cette plainte a été classée sans suite. Voilà. Donc, on sait également que, comme ça a été dit, l'avocat de la mère de Lina, Fanny, s'est constituée partie civile sans attendre le dessaisissement du parquet de Saverne au profit du parquet de Strasbourg pour comprendre justement s'il y a un lien entre le fait que le parquet de Strasbourg réexamine cette plainte pour l'OAV et la disparition de Lina. Alors, il faisait part de son incompréhension de savoir pourquoi la mère de Lina n'avait pas été tenue au courant de cette décision de classement sans suite, mais il semblerait que si elle s'était pas constituée partie civile, eh bien c'était tout à fait normal, enfin normal, c'est vrai que ça peut poser question d'un point de vue moral, mais en tout cas il semblerait que le parquet n'était pas tenu de l'informer de cette décision, qu'elle devait au préalable se constituer partie civile, mais bon bref. En tout cas, lui, il aimerait bien comprendre, l'avocat, s'il y a un lien entre le réexamen de cette plainte et la disparition de Lina. On ne sait pas, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais officiellement, du moins, ils ont mis l'accent sur le fait que c'était deux procédures différentes. Voilà, il y avait l'information judiciaire
pour disparition inquiétante et puis ensuite, comment c'est déjà, séquestration arbitraire, etc. Et l'information judiciaire pour plainte, concernant la plainte pour l'OAV. C'est deux procédures distinctes pour le moment. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux affaires, mais en tout cas, à titre officiel, ce n'est pas le cas. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette plainte pour l'OAV qui va être réexaminée par le parquet. Et encore une fois, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, encore une fois, je vais le redire, les relations tarifées en fait entre un mineur et un majeur, c'est pas parce qu'il y a une relation tarifée que ça va pas être considéré comme un LOAV. Bien au contraire. C'est-à-dire que même pour des faits de prosti, voilà, eh bien, c'est pas pour ça qu'on va considérer qu'il n'y a pas eu LOAV. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est écarté, automatiquement écarté en cas de relation tarifée. Il y a toujours, avec un mineur et un majeur, une relation tarifée, ça reste un LOAV. Peu importe que la relation ait été tarifée, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je voulais dire concernant ce volet. Et c'est vrai que cette affaire, je vais faire un peu part de mes réflexions, parce que moi j'aime bien appeler un chat et j'aime pas tourner autour du pot. Donc je dis ce que je pense. Alors évidemment, je suis pas enquêtrice. Donc, j'irai jamais dire que c'est moi qui vais faire évoluer l'enquête ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que les enquêteurs, quelle piste ils privilégient ou quel suspect potentiel ils ont dans le collimateur et quelle piste ils ont réellement écarté. J'ai pas accès au PV d'audition, j'ai pas accès au bornage des téléphones, j'ai pas accès aux informations qu'ils ont trouvées dans le téléphone de Tao. J'ai pas accès, j'ai accès à rien, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi. Le public n'a pas accès à ce genre d'informations. Donc, c'est impossible de savoir où ils en sont. Et je vois pas comment on pourrait résoudre, là, derrière notre ordinateur, une enquête qui semble très, très complexe. Parce que je rappelle qu'il y a plein de pistes différentes. Il y a plein de potentiels suspects et alors là autant des affaires de disparition des fois t'as pas de suspect, t'as rien, autant là j'ai envie de dire trop d'infos tue l'info, quoi. On a depuis le début de sa disparition que des pistes potentielles et des suspects potentiels sans qu'on sache réellement si des pistes en particulier ont été écartées ou pas. Ça, on n'en sait absolument rien. Donc je rappelle que depuis la disparition de Lina, le 23 septembre 2023, les pistes se sont enchaînées. On a d'abord parlé d'une Clio grise, qui refait surface maintenant qu'un type aurait été aperçu, ça aussi c'est vague, aux abords du collège que fréquentait Lina, et puis auprès d'une aire de jeu qui est quand même à 12 km du collège, un type qui aurait abordé deux jeunes filles. Mais est-ce qu'il y a véritablement un lien avec la disparition de Lina? Rien n'est moins sûr. C'est pas parce qu'il y a un type louche qui taxe des clopes aux abords d'un collège ou d'une aire de jeu qu'il y a forcément un lien avec la disparition de Lina, même si je sais qu'au début de l'enquête, les gendarmes s'étaient focalisés sur une Clio grise qui aurait été aperçue par des caméras de vidéosurveillance, mais c'est pas très clair, c'est pas clair du tout. Bon, après on a eu évidemment le petit ami, qui officiellement, et je dis bien officiellement, a été mis hors de cause parce qu'il avait un alibi, effectivement, il était à la gare de Strasbourg au moment où Lina aurait disparu, mais bon, ensuite on n'a pas plus d'informations que ça. On a évidemment l'ancien maire. Alors l'ancien maire, il a fait couler beaucoup d'encre, parce que évidemment c'est l'une des dernières personnes à avoir aperçu Lina vivante, et que de ce fait on se pose beaucoup de questions sur cet ancien maire, surtout qu'on a découvert qu'il y avait des bisbilles au niveau de
sa campagne politique, enfin lorsqu'au niveau de son mandat d'ancien maire, bon voilà, il y a eu des rivalités, des distensions, etc. Donc effectivement, l'ancien maire a été un peu le catalyseur de toutes les spéculations plus ou moins hasardeuses. Hein. Toujours est-il que dans les faits, il n'a jamais été mis en examen pour l'instant, hein, et que lui aussi, officiellement, comme Tao, il a été mis hors de cause, officiellement, hein, parce qu'on n'est pas dans le secret de l'instruction. Alors, c'est vrai, l'ancien maire, qu'est-ce qu'on sait clairement? On sait que ce fameux matin, il était sur son chantier, à Saint-Blaise-la-Roche, donc il fait des travaux de rénovation sur un bâtiment, qu'il était tout seul, que dans la matinée, il fait un bref aller-retour pour récupérer un outil chez lui, donc je ne sais pas si c'est une clé à molette ou une clé de 12, et que donc, il prend la direction Saint-Blaise-la-Roche vers Champenay où il habite, et que là, sur la D350, il va croiser Lina de face, puisqu'elle se rend dans la direction opposée, et que là, il la voit sur son portable. Alors, au début, on nous dit, il est 11h20, Lina disparaît 2 minutes plus tard, enfin, son portable cesse brutalement d'émettre. Ouais, 2 minutes, c'est vraiment court comme laps de temps, etc. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est 11h20? Il y a d'autres articles qui mentionnent 11h15. Donc 11h15, voire 11h10. Donc, c'est vrai qu'en dans ce laps de temps, peut-être qu'il y avait une voiture en embuscade qui a attendu d'avoir le champ libre pour finalement embarquer Lina, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y avait une voiture plus loin derrière l'ancien maire qui a attendu, pareil, que la route soit déserte pour embarquer Lina, sans témoin. Franchement, on n'en sait rien. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'ancien maire a ensuite été aperçu devant chez lui par sa caméra de vidéosurveillance. Il a été aperçu à 11h20 devant chez lui et il est resté pas plus de 2 minutes puisqu'il est ressorti au bout de 2 minutes. Et ensuite, sur le chemin inverse, hein, il est retourné à Saint-Blaise-la-Roche et là, il s'est étonné de ne pas croiser de nouveau Lina. Alors, moi, je veux bien qu'on spécule sur l'ancien maire, hein, c'est une piste comme une autre, mais comment expliquer s'il est impliqué dans cette disparition, comment expliquer qu'est-ce qu'il aurait fait du corps? Enfin, je comprends pas. Il a une petite voiture, je ne sais plus si c'est une 106 ou 206. Alors, il aurait pris le risque, en fait, de montrer Lina à travers les vitres de la voiture. Il s'arrête devant chez lui, donc Lina serait dans la voiture, elle serait visible par des voisins, elle serait visible par la caméra de vidéosurveillance, et tout ça sans problème. Et ensuite, alors comment expliquer le fait que Robert ensuite l'a vu passer devant chez lui, totalement détendu, en train de lui faire un petit coucou. Alors soit il s'est planté dans son témoignage, il a confondu, je sais pas. Parce que plus ça va, moins j'ai l'impression qu'il faut accorder du crédit à son témoignage, j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, je sais pas. Mais si ça avait été l'ancien maire, il aurait peut-être reconnu la voiture de l'ancien maire. Après, l'ancien maire, il a plusieurs voitures. Il y a quelque chose qui colle pas. Et quand bien même, si il avait embarqué Lina, elle serait montée de son propre gré, et ensuite, elle aurait accepté, enfin, je sais pas, tout ça, ça me paraît vraiment très bizarre. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas partie de l'enquête, donc je sais pas ce qu'il en est. J'imagine que, de toute manière, les enquêteurs ont examiné son véhicule, ils ont dû fouiller chez lui, et ils ont dû, de toute façon, ils sont en possession des caméras, des enregistrements de sa caméra de vidéosurveillance, donc ils ont pu regarder ça en long, en large, en travers, en zoomant, etc. Hein, parce qu'ils disposent des moyens que, évidemment, le Pékin lambda, lui, il n'a pas. Donc je sais pas quoi en penser, mais pour moi, il fait pas plus figure de suspect que d'autres. Voilà. Hein, il y a que des coïncidences bizarres, sans parler de ce fameux ex-petit ami Benjamin qui est décédé brutalement dans un accident de voiture seulement une semaine après la disparition de Lina parce qu'il roulait à une vitesse excessive à 185 km/h sur une départementale. Pourquoi il roulait aussi vite? Alors oui, il était amateur de vitesse, etc. Mais enfin là, ça devient inconscient, c'est même un comportement suicidaire. Est-ce que ça a un lien ou pas? Est-ce que finalement, dans l'entourage proche de Lina, il ne faudrait pas gratter là-dedans et essayer de trouver si quelqu'un a quelque chose à se reprocher?
j'imagine que c'est le travail des enquêteurs de toute manière, et que c'est peut-être pour ça que le secret de l'instruction est préservé, et que les juges d'instruction font la fine bouche pour divulguer tous ces détails à l'avocat et à la mère de Lina, qui pourrait connaître de près ou de loin des fréquentations qui feraient figure de suspect auprès des enquêteurs. Donc tout ça est très bizarre. Que penser également, je sais que je me répète, mais que penser également ce fameux prédateur S dont personne ne parle dans les médias, hormis Sandra, hein, qui est la confidente de Lina, et qui explique qu'un prédateur S a été condamné pour un loave il y a 10 ans de ça, et qui habite toujours à La Plaine. Ça paraît quand même aberrant, mais on n'en parle pas dans les médias. Voilà, il y a un type, il a commis une agression, enfin un loave, sur la meilleure amie de Sandra, hein, c'est ce qu'a dit, hein, en tout cas, et il a été condamné, et le mec, il revient tranquille, tranquillou bilou chez lui, comme si de rien n'était, et personne n'en parle, et cette fameuse victime ne s'est jamais manifestée non plus. Alors, est-ce qu'elle a déménagé ou pas? On n'en sait rien. Et dans la liste des prédateurs, comme si ça suffisait pas, on en rajoute un autre, à savoir le fameux conducteur de la Xantia Gris qui a approché à 2 reprises, seulement quelques jours avant la disparition de Lina, cette jeune fille qui ressemble étrangement à Lina et qui a le même âge que Lina, et dont on n'entend plus parler. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que finalement, il faut chercher du côté d'un prédateur S qui s'est viré dans la région, ou est-ce que finalement il faut chercher du côté de son entourage proche? Eh bien, bien malin qui pourrait répondre à cette question. Voilà, moi j'en sais absolument rien. Et j'imagine que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied là-dessus. Voilà ce que je voulais dire. Alors je sais, je suis un peu... je m'éparpille un peu dans tous les sens, mais c'est tellement, il y a tellement de pistes différentes que c'est vrai qu'on y perd son latin. Donc voilà ce que je voulais dire en substance. Si cette vidéo voilà, vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commentez, likez, partagez et abonnez-vous. Je sais, je suis en mode perroquet, mais ça m'aide pour le référencement tout simplement. Et si vous appréciez mon contenu, ça me motive à continuer les vidéos. Donc voilà, je vous laisse discuter tout ça librement de cette nébuleuse affaire de disparition, dans le respect bien évidemment, hein, dans le respect d'autrui, sans insultes, hein, parce que les commentaires avec des insultes sont de toute manière bannis et supprimés. Donc voilà, n'hésitez pas à en débattre et notamment à me faire part, qu'est-ce que pour vous cela vous inspire, le fait que la plainte pour l'OAV soit réexaminée? Pourquoi d'après vous cette plainte est réexaminée? Est-ce que ça a un lien avec la disparition de Lina? Et selon vous, le fait que ces potentiels agresseurs aient plus de 5 ans d'écart d'âge avec Lina, est-ce que selon vous ça prouverait qu'il y a bien eu l'OAV et que, étant donné que il s'agissait de fréquentation de Lina et que apparemment ces 2 jeunes connaissaient l'âge de Lina, ce qui pour moi constitue une circonstance aggravante. Voilà, n'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre. Recoucou, je voulais juste faire un complément par rapport à ma dernière vidéo s'agissant de l'affaire Lina. Où j'évoquais les différentes pistes potentielles. Il y a des pistes alternatives dont les médias ne parlent pas beaucoup, hormis l'entourage proche de Lina et un prédateur S qui sévirait dans la région. Il y a d'autres pistes alternatives, c'est-à-dire est-ce que ce ne serait pas quelqu'un de passage dans la vallée de la Bruche qui s'en serait pris à Lina? C'est-à-dire, voilà, on sait que Lina a fait un stage en hôtellerie à l'hôtel Spa Julien à Fouday. Donc c'est un hôtel un peu de luxe, etc. Peut-être que quelqu'un l'a repérée au moment où elle faisait son stage. Ou, comme elle travaillait également au proxy depuis pas très longtemps, est-ce que quelqu'un l'aurait pas repérée également dans la supérette? Et, ou alors au niveau de la ferme solidaire de Bénaville, qui se situe sur la D350, au niveau de l'embranchement avec la
fameuse piste cyclable qu'elle n'aurait jamais empruntée, hein, puisque la piste de Lina disparaît sur la D350 à un endroit précis, en fait, où les chiens perdent sa trace et qui se situe en amont. Est-ce que quelqu'un finalement de cette ferme solidaire, hein, qui est une ferme Emmaüs, qui recueille, je ne sais pas si ça recueille d'anciens repris de justice ou peut-être ceux qui ont été désignés, enfin déclarés responsables de petites délinquances ou des personnes un peu marginales. Est-ce que certains ne l'auraient pas repéré puisqu'elle effectuait ce trajet régulièrement à pied depuis que on lui avait volé sa moto. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça une piste alternative de quelqu'un qui ne ferait pas forcément partie de son entourage proche, mais qui aurait repéré ses allées et venues à pied, voilà, un saisonnier ou quelqu'un qui a été de passage dans la région. Donc voilà, à creuser également, même si j'imagine que les enquêteurs creusent également toutes ces pistes. Voilà, petit rajout par rapport à ma précédente vidéo.